Pendant des années, nous avons regardé au loin. Nous avons cherché de nouvelles dimensions, dépensé des milliards de dollars pour trouver des particules exotiques et la matière noire. Nous pensions que les plus grands mystères de l'univers se trouvaient très loin. Mais le plus grand choc était juste sous notre nez. Au CERN, les scientifiques sont restés figés en étudiant une particule qu'ils pensaient connaître par cœur. La particule vacillait d'une manière que les équations n'autorisaient pas. Cette découverte était si précise que la marge d'erreur était d'une seconde en 10 milliards d'années. C'est pourquoi les théories que nous poursuivions depuis 30 ans sont soudainement devenues obsolètes. Mais l'ironie la plus cruelle, c'est que la réponse se trouvait là où nous ne l'attendions jamais. Si toi aussi tu es curieux de découvrir ce secret qui était sous nos yeux, mais que nous ne pouvions pas voir, aime cette vidéo. Car maintenant, tu vas voir ce qu'était cette chose qui ne devait pas exister. Nous commençons. À 175 mètres sous la surface, une machine de 27 km de circonférence accélère des particules à une vitesse si proche de celle de la lumière que le temps lui-même ralentit pour elle. Les scientifiques ont construit cette machine pour confirmer ce qu'ils pensaient déjà savoir. Mais, à la place, ils ont trouvé quelque chose que les équations disaient ne pas devoir être là. Une particule qui vacillait dans la mauvaise direction. Une force qui se comportait d'une manière qu'aucun modèle n'avait prédite. Nous savons maintenant que l'univers est presque entièrement composé de choses que nous ne pouvons ni voir, ni expliquer, ni même comptabiliser. C'est pourquoi nous plongeons au cœur de la plus grande expérience de l'histoire de l'humanité. Car tout commence avec un anneau invisible. À des centaines de mètres, sous les pieds de millions de personnes qui vivent et travaillent de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Le tunnel abritant cet anneau a été creusé dans la roche solide. Après des années de forage, son tracé circulaire a été dessiné avec une précision si extraordinaire que lorsque les équipes creusant depuis les côtés opposés de l'anneau se sont finalement rencontrées, les axes centraux du tunnel ne déviaient que de moins d'1 centimètre sur une distance totale de 27 km. Cette machine est l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit. À l'intérieur, la crosse, 2 faisceaux de protons se déplacent en sens inverse. Chacun est confiné dans son propre tube de faisceau et guidé autour du cercle par environ 10 000 électroaimants supraconducteurs. Mais, pour que ces aimants fonctionnent, ils doivent être refroidis à moins 271 degrés Celsius avec de l'hélium liquide. Cette température est plus froide que la surface de Pluton, plus froide même que le rayonnement fossile cosmique qui remplit l'espace intergalactique. C'est pourquoi le système de refroidissement à l'hélium liquide est le plus grand système cryogénique du monde. Et il doit maintenir ce froid extrême, car l'état supraconducteur des aimants en dépend. Si un aimant supraconducteur se réchauffe, il se réchauffe par résistance. Le courant dans ces bobines chute. La force de déviation sur les protons diminue et tout le faisceau s'effondre. C'est pourquoi le système fonctionne sans interruption pendant des mois, lors des campagnes de collecte de données. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, ce sont les particules elles-mêmes à l'intérieur de cette structure colossale. Les protons dans cette machine ne se déplacent pas lentement. Chaque proton est accéléré dans une chaîne de 4 machines de plus en plus puissantes avant d'atteindre l'anneau principal, gagnant de l'énergie cinétique à chaque étape. Lorsqu'un proton atteint sa vitesse opérationnelle dans l'anneau principal, il voyage à 99,99
9, 9, 9, 9, 1% de la vitesse de la lumière. L'écart entre cette vitesse et la vitesse réelle de la lumière est de moins d'1 mètre par seconde. Cette proximité de la limite de vitesse cosmique de la lumière a une conséquence, décrite par la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Du point de vue du proton, le temps s'écoule à un rythme considérablement ralenti. L'anneau de 27 km lui apparaît comme contracté sur une distance de quelques dizaines de mètres seulement, et le proton accomplit son cycle en une fraction de nanoseconde de son propre temps vécu. De l'extérieur, chaque proton effectue 11 000 tours par seconde. Lorsque les deux faisceaux opposés entrent en collision dans l'une des 4 stations de détection autour de l'anneau, l'énergie concentrée au point d'intersection atteint 13,6 trillions d'électronvolts dans la période de fonctionnement actuelle. Cette densité d'énergie, dans un espace 1 trillion de fois plus petit qu'une cellule, recrée les conditions qui prévalaient dans la première milliardième de seconde après le Big Bang. Alors, à quoi bon tout cet effort gigantesque? La théorie à laquelle ces mesures sont comparées s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Ce modèle a été assemblé au cours d'environ 5 décennies de travail théorique et expérimental, commençant à la fin des années 1960. Lorsque les physiciens ont été confrontés à une myriade de nouvelles particules déroutantes issues de la première génération d'accélérateurs à haute énergie, ce travail théorique a produit un cadre d'une puissance extraordinaire. Les 12 particules fondamentales de la matière, les 3 forces fondamentales, et le mécanisme de Higgs, qui donne une masse à certaines particules, tout en laissant d'autres, sans masse. Les mathématiques du modèle standard sont basées sur le même principe qui sous-tend l'électrodynamique quantique. Et les prédictions qui en résultent correspondent aux mesures expérimentales avec une précision qu'aucune autre théorie scientifique ne peut égaler. Par exemple, le moment magnétique anormal de l'électron a été mesuré et calculé avec une précision de 11 décimales. Et les deux sont en parfait accord. Les architectes de ce modèle savaient qu'ils construisaient quelque chose de puissant. Mais ils savaient aussi qu'ils construisaient quelque chose d'incomplet. Il n'incluait pas la gravité. Il avait 19 paramètres libres qui devaient être mesurés. Il n'offrait aucune explication pour la matière noire. Et il ne pouvait pas expliquer pourquoi la matière domine l'antimatière dans l'univers. Ces lacunes étaient connues. Le LHC était censé commencer à les combler. C'est pourquoi le premier et le plus célèbre résultat du LHC fut la découverte du boson de Higgs. Cette particule était le dernier bastion du modèle standard. Le 4 juillet 2012, le CERN a organisé un séminaire spécial retransmis en direct dans le monde entier. Les porte-paroles des expériences Atlas et CMS ont présenté les résultats de leurs analyses. Les 2 expériences ont rapporté indépendamment l'observation d'une nouvelle particule d'une masse d'environ 125 gigaélectronvolts. Cela correspondait aux signatures prédites pour le boson de Higgs. Peter Higgs Masqua, assis dans le public, aurait pleuré en silence pendant les présentations. Le prix Nobel est arrivé en 2013. La dernière particule nécessaire du modèle standard avait été trouvée et la théorie semblait complète. Les physiciens ont célébré et ils avaient raison de le faire. Mais, alors que les célébrations se poursuivaient, un problème discuté dans les cercles théoriques depuis des décennies est devenu impossible à ignorer. La masse de 125 gigaélectronvolts du Higgs était précisément la masse qui créait la version la plus sévère du problème
que les physiciens appellent le problème de la hiérarchie. C'était comme si l'univers avait maintenu un crayon en équilibre sur sa pointe pendant 13,8 milliards d'années, sans aucune main visible pour le maintenir droit. Quelque chose devait expliquer cette annulation. Mais rien dans le modèle standard ne l'expliquait. C'était ça, le problème de la hiérarchie. Et il y avait une idée élégante censée résoudre ce problème. Une solution sur laquelle presque tous les théoriciens avaient knive parié pendant 4 décennies. Et cette solution s'appelait la supersymétrie. L'idée était élégante. Elle associait chaque particule connue à un partenaire ayant une statistique de spin différente. Ainsi, les corrections quantiques des partenaires annulaient précisément les corrections de leurs homologues du modèle standard. Cette annulation était automatiquement imposée par la symétrie mathématique elle-même. Aucun réglage fin n'était nécessaire. Les quarks gagnaient des partenaires appelés squarks, les leptons des sleptons et le X un xino. Mais ce qui était vraiment frappant, c'était ceci. La plus légère des particules partenaires supersymétriques serait également stable, électriquement neutre, et aurait une masse comprise entre quelques centaines et quelques milliers de gigaélectronvolts, ce qui en faisait un candidat parfait pour la matière noire. Cette coïncidence, le fait que la supersymétrie résolve à la fois le problème de la hiérarchie, prédisent la matière noire et conduisent à l'unification des constantes de couplage à haute énergie, en a fait le cadre théorique de pointe de la physique au-delà du modèle standard pendant plus de 30 ans. Des milliers d'articles ont été construits sur sa structure. Les physiciens expérimentaux de chaque accélérateur riant du LUP au Tevatron ont cherché des particules supersymétriques. Aucune n'a été trouvée. Les limites d'exclusion étaient toujours inférieures à la portée ultime du LHC. La communauté de la physique a donc supposé que le LHC résoudrait cette question. Après la première période d'exploitation, aucune particule supersymétrique n'est apparue. Après la deuxième période d'exploitation, avec près de 2 fois l'énergie de collision et plusieurs fois plus de données totales. Toujours aucune particule supersymétrique. Les limites de masse inférieures sur les gluinos. Les partenaires supersymétriques des gluons ont dépassé 2000 gigaélectronvolts. Les limites sur les squarks ont dépassé 1000 gigaélectronvolts. À travers des milliers d'analyses, le résultat était le même. Rien. Un paradigme dominant de 4 décennies venait d'être mis de côté. Mais, alors, même que le paysage théorique se remodelait avec ce vide, une mesure provenant d'un laboratoire du Midwest américain, en avril 2022, a créé une onde de choc différente. Ce n'était pas un résultat nul. C'était une mesure positive qui contredisait le modèle standard, avec une différence qui n'avait jamais été erronée auparavant dans l'histoire de la physique des particules. Le boson d'Olbers est une particule massive qui transporte la force nucléaire faible. Sa masse est prédite par le modèle standard avec une précision extraordinaire, via un réseau de relations qui la lie à d'autres quantités mesurées avec précision. Toutes les entrées étaient connues avec une grande précision. La masse prédite du W était donc de 80 357 mégaélectronvolts, avec un écart d'environ 10 mégaélectronvolts dû aux incertitudes théoriques et d'entrée. La collaboration du détecteur de collisionneurs CDF à Fermilab a travaillé sur cette mesure pendant plus de 20 ans
Ils ont sélectionné environ 4 millions d'événements candidats de bosons, W, parmi des trillions de collisions totales. Et en avril 2022, ils ont publié le résultat, 80 433,5 mégaélectronvolts, avec une incertitude de 9,4 mégaélectronvolts. L'écart par rapport à la prédiction du modèle standard était de 76 mégaélectronvolts, et la signification statistique de ce désaccord était de 7 sigma. La probabilité que ce désaccord provienne d'une fluctuation statistique était d'environ 1 sur 1 trillion. Pourquoi était-ce si important? Parce que, dans toute l'histoire de la physique des hautes énergies, un résultat avec une signification de 7 sigma, publié dans un article finalisé, examiné et entièrement révisé, a toujours représenté un phénomène physique réel. 7 sigma n'est pas un seuil que le bruit aléatoire dépasse. Soit l'analyse CDF contenait une erreur d'une complexité sans précédent, qui a échappé à des années d'audit interne et externe. Soit le boson W était réellement plus lourd que ce que prévoyait le modèle standard. Et le cadre électrofaible de la théorie était erroné, nécessitant une nouvelle physique. Les deux possibilités étaient extraordinaires, et un développement est venu approfondir ce mystère, car l'expérience Atlas au LHC, utilisant un détecteur différent, un système de collision différent et des techniques d'analyse différentes, a ensuite rapporté un résultat de masse du W cohérent avec le modèle standard et en désaccord avec CDF. Les deux expériences les plus soigneusement gérées de la physique des particules n'étaient pas d'accord, avec une différence de plus de 4 sigma. La résolution de ce désaccord sera l'un des moments déterminants de l'ère actuelle de la physique des particules. Alors, qu'avions-nous? L'absence de particules prédites par une théorie de 4 décennies et un désaccord total entre deux expériences géantes sur l'une des constantes les plus fondamentales de l'univers. L'absence de supersymétrie était une crise théorique. La masse du boson W, une énigme expérimentale. Chappas Maze. Nous comprenons maintenant que ces étrangetés n'étaient là que la pointe de l'iceberg. Car quelles autres anomalies se cachaient dans les profondeurs des données? Persistant depuis des années, résistant à toute correction et explication. Les véritables découvertes commençaient à parler, là où les théories se taisaient. Et l'histoire qu'elles racontaient était bien plus étrange que ce à quoi nous nous attendions. Car là où les théories s'arrêtent, les données commencent à parler. Et la machine du CERN murmurait les secrets qu'elle avait accumulés depuis des décennies. Ces murmures ne cadraient pas avec les équations élégantes des modèles théoriques. Ils étaient bruts, insistants et choquants. Le premier murmure est venu d'une particule sous les yeux de tous, mais presque invisible. Un fantôme. Le muon est un fantôme qui traverse nos vies. Ils naissent lorsque les rayons cosmiques frappent notre atmosphère. Ils traversent les bâtiments, nos corps, et même des kilomètres de roches. Chaque seconde, environ 200 d'entre eux traversent silencieusement votre corps. Mais ce fantôme avait un secret instable, lorsqu'il était placé dans un champ magnétique. Il vacillait comme une toupie. Le modèle standard prédit la vitesse de cette vacillation avec une précision incroyable, jusqu'à 11 décimales. Mais l'expérience du Brookhaven National Laboratory a trouvé une petite anomalie. La particule vacillait un peu plus vite qu'elle ne le devait. Cette anomalie était si intrigante que les scientifiques ont réalisé l'une des opérations logistiques les plus incroyables de l'histoire. Ils ont chargé l'énorme aimant supraconducteur de 17 tonnes et 15 mètres de diamètre sur une barge. Ils l'ont transporté de Long Island
autour de la Floride, dans le golfe du Mexique et en remontant le fleuve Mississippi. Ce voyage a duré 35 jours, car il devait mesurer l'anomalie avec plus de précision. Les nouvelles mesures à Fermilab ont confirmé celles de Brookhaven. En 2023, lorsqu'ils ont combiné plus de 20 ans de données, l'anomalie a atteint une signification statistique de 5 sigma. Cela signifiait que la probabilité que ce soit une coïncidence était inférieure à 1 sur 1 million. Le Moon ne se comportait pas comme il le devait, car, à l'intérieur de l'écume quantique, Mansanti, il interagissait avec quelque chose que le modèle standard ignorait. C'était un fantôme dans la machine. Mais la vacillation du muon n'était que le premier signe de la tempête à venir. Car, dans un autre laboratoire, l'un des fondements de la physique se fissurait. Le boson, BBB. Il était plus lourd qu'il ne le devait. Et ce n'était pas une idée. C'était un fait à 7 sigma. L'expérience CDFG, après 20 ans d'analyse de données, a mesuré la masse du boson d'Oberweis comme étant de 76 mégaélectronvolts, plus lourde que la prédiction du modèle standard. Ce chiffre peut sembler petit. Mais la probabilité que ce décalage soit une fluctuation statistique était d'1 sur 1 trillion. C'était IM possible, car la masse du boson d'Oberweis fait partie d'un réseau interconnecté avec des dizaines d'autres mesures de précision. Si sa masse est fausse, toute la structure s'effondre. Dans toute l'histoire de la physique des hautes énergies, un résultat publié à 7 sigma ne s'était jamais avéré faux. C'était donc soit la plus grande erreur d'analyse de l'histoire, soit la preuve que le cadre électrofaible du modèle standard était incorrect. La physique était entrée en guerre avec elle-même, car juste après, l'expérience Atlas du CERN a publié son propre résultat, et leur résultat était compatible avec le modèle standard. 2 expériences géantes, sur la même particule, n'étaient pas d'accord avec une différence de plus de 4 sigma. Quelqu'un devait avoir tort. Mais qui? Pourtant, la découverte la plus étrange n'est pas venue d'une particule. Elle est venue d'un comportement, dans des collisions de protons ordinaires, d'un endroit où cela ne devait pas arriver. Un Big Bang miniature, et à l'intérieur de 2 protons. C'était IM possible. Lorsque les scientifiques font entrer en collision des noyaux lourds comme le plomb, ils créent un état de la matière appelé plasma de quarks-gluons, cette soupe extrêmement chaude des premières microsecondes de l'univers, à 4 trillions de degrés. Celsius est 250 000 fois plus chaude que le noyau du Soleil. Et ce plasma s'écoule comme le fluide le plus parfait connu, presque sans friction interne. Cet écoulement laisse une signature distincte appelée la crête, ridge. Cette signature est la marque des collisions d'ions lourds. Mais ensuite, l'expérience CMS a examiné les collisions proton-proton ordinaires. Et là, dans les données, la crête était présente. C'était IM possible, car 2 protons ne contiennent pas assez de matière ou d'énergie pour former un plasma. Et c'était comme essayer de créer un océan en faisant entrer en collision 2 gouttes d'eau. Mais la signature était là, confirmée par de multiples analyses, au fil des ans et à différentes énergies. Les protons, de manière inattendue, se comportaient comme un fluide collectif. Cette observation dépassait la capacité d'explication de nos meilleures théories actuelles de la matière. Un muon qui vacille, un boson, W en surpoids, et des fluides impossibles se formant à l'intérieur des protons. Ces découvertes étaient-elles des erreurs ou les pièces d'un puzzle interconnecté? Les données du LHC ne présentaient-elles que des anomalies isolées? Ou était-ce le signe d'un schéma plus profond?
d'une nouvelle physique s'infiltrant à travers les fissures du modèle standard. Et car au-delà de ces 3 découvertes choquantes, dans un autre domaine, des preuves s'accumulaient qu'une loi universelle était silencieusement violée. Et cette violation était peut-être la plus fondamentale de toutes, car elle défiait l'une des symétries les plus fondamentales de la nature. L'universalité leptonique, un principe sacré dans le modèle standard. Ce principe stipule que l'électron et le muon, à l'exception de leur masse, sont absolument identiques. Ils interagissent de la même manière avec toutes les forces. Par conséquent, lorsque des particules comme les mésons B se désintègrent, elles devraient se désintégrer en électrons et en muons à des taux égaux. Le rapport devrait être exactement de 1. Mais ce n'est pas ce que l'expérience LHCb a trouvé. Et LHCb est un détecteur spécialisé au CERN. C'est un expert des saveurs. Il étudie les désintégrations des mésons B avec une précision extraordinaire. Et à partir de 2014, LHCb a publié des mesures testant l'universalité leptonique, le rapport RK. Ce rapport est obtenu en divisant le taux de désintégration des mésons B en muons par le taux de désintégration en électrons. Et le résultat n'était pas 1. Il était constamment inférieur à 1. À chaque nouvelle mise à jour des données, l'anomalie grandissait. En 2021, la signification combinée de plusieurs mesures approchait les 3 sigma. Cela signifiait que la probabilité d'une coïncidence était inférieure à 1 sur 1000. Le monde de la physique était en effervescence, car cela aurait pu être la preuve la plus directe qu'un pilier fondamental du modèle standard se fissurait. Et les articles théoriques ont afflué. Leptoquarks, bosons, Z', de nouvelles forces qui distinguaient les muons des électrons. Mais, ensuite, en 2022, tout a changé. LHCb a trouvé une erreur dans ses simulations d'électrons. Le modèle simulant le comportement des électrons dans le détecteur avait mal calculé un petit détail. Lorsqu'ils ont corrigé cet effet systématique, le rapport RK est revenu à 1. L'anomalie avait disparu, comme un fantôme. Mais quelque chose n'a pas disparu. Une autre anomalie, un paramètre de distribution angulaire mesuré dans le même canal de désintégration. Son nom est P5'. Cette quantité montrait une tension d'environ 3 sigma avec les prédictions du modèle standard depuis sa première mesure en 2013. Elle a été mise à jour avec plus de données en 2015, en 2020 et dans les années suivantes. Mais la tension a persisté. L'interprétation de cette anomalie, tout comme celle du muon, était compliquée par des incertitudes théoriques. Mais elle était là depuis plus d'une décennie, dans plusieurs ensembles de données, et elle n'avait été attribuée à aucune erreur systématique. Elle pointait vers quelque chose. Peut-être que quelque chose se cachait dans les profondeurs de la physique des saveurs, au-delà du modèle standard. Car la physique des saveurs a toujours été un domaine historiquement fiable pour les découvertes indirectes. Et le fait que ce système montre maintenant des tensions persistantes au niveau de 3 sigma était une situation à prendre au sérieux. Pourtant, l'anomalie la plus grande et la plus évidente ne se trouvait pas à l'intérieur des accélérateurs, mais dans chaque télescope tourné vers le ciel, la matière noire, elle était réelle, abondante et complètement invisible. Malgré 40 ans de recherche expérimentale intensive, son identité reste un mystère. Mais les preuves de son existence sont écrasantes. Les courbes de rotation des galaxies,
mesurées pour la première fois par Vera Rubin dans les années 1970. Elles ont montré que les étoiles dans les régions extérieures des galaxies tournent beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient. Cela impliquait que chaque galaxie était enchâssée dans un halo de masse invisible s'étendant bien au-delà du disque visible. La lentille gravitationnelle a confirmé cette preuve à plus grande échelle. Les observations ont montré que la masse totale dans les amas de galaxies était bien supérieure à la masse totale des étoiles et du gaz visible. Ce composant invisible, la matière noire, représentait environ 85% de la masse de l'amas. Mais la preuve la plus directe est venue de l'amas de la balle, le vestige de la collision de deux amas de galaxies qui se sont traversés. Alors que le gaz chaud ralentissait, les halos de matière noire se sont traversés sans être perturbés gravitationnellement. La séparation de la masse et du gaz était la preuve directe que la matière noire est une sorte de substance physique. Il n'y avait pas de place pour cette particule dans le modèle standard. Ainsi, les pièces du puzzle étaient sur la table. Un muon qui vacille, un boson W dont la masse est contestée, un Big Bang miniature se formant à l'intérieur des protons, une anomalie remettant en question l'universalité leptonique, puis se rétractant, mais laissant derrière elle un indice tenace, et une substance qui imprègne l'univers entier, représentant 85% de sa masse, mais totalement non identifiée. Rien de tout cela ne semblait s'emboîter. Ou peut-être que si. Peut-être que la physique n'était pas confrontée à une série de problèmes isolés, mais à une seule et gigantesque énigme, où chaque pièce éclairait les autres. Nous ne pouvions pas répondre à ces questions sans comprendre comment cette machine fonctionnait. Comment ces instruments incroyablement précis effectuaient des mesures si petites, si difficiles. Car le diable se cache dans les détails. Et dans ce cas, les détails étaient des trillions de collisions, des pétaoctets de données et des dizaines de milliers d'aimants. Mais comment fonctionne cette machine? Comment ces instruments incroyablement précis effectuent-ils des mesures si petites, si difficiles? Car le diable se cache dans les détails. Et dans ce cas, les détails sont des trillions de collisions, des pétaoctets de données et des dizaines de milliers d'aimants. Dans cette section, nous allons regarder sous le capot de cette expérience colossale qui repousse les limites de la science. Nous allons comprendre la technique derrière les anomalies, la physique derrière les données et l'ingénierie qui rend l'impossible possible. Tout est question de recréer les conditions, une milliardième de seconde après le Big Bang. Si pour ce faire, il faut amener les faisceaux de protons à une énergie de collision de 13,6 trillions d'électronvolts. Cette énergie est focalisée dans un espace si petit, 1 trillion de fois plus petit qu'une cellule, que les températures et les pressions qui en résultent sont inconcevables. Mais atteindre cette énergie est un marathon, pas un sprint. Les protons passent par une chaîne de 4 accélérateurs de plus en plus puissants avant d'entrer dans l'anneau principal du LHC. C'est comme passer les vitesses d'une voiture de course avant d'atteindre la vitesse maximale. Chaque étape ajoute plus d'énergie cinétique aux protons. Lorsqu'ils atteignent l'anneau principal, ils se déplacent à 99,9999999% de la vitesse de la lumière. Et pour maintenir cette vitesse et guider les protons le long de l'anneau de 27 km, il faut environ 10 000 électroaimants supraconducteurs. Ces aimants doivent être refroidis à moins 271 degrés Celsius avec de l'hélium liquide pour maintenir leur supraconductivité.
C'est le plus grand système cryogénique du monde et il doit fonctionner sans faille pendant des mois. Car le réchauffement d'un seul aimant provoquerait l'effondrement de tout le faisceau et ruinerait des mois de collecte de données. Ce système doit donc être non seulement puissant, mais aussi incroyablement stable et fiable. MESS, accélérer et guider les protons, n'est qu'une partie de l'équation. La vraie magie se produit au moment de la collision et après, car 40 millions de fois par seconde, des faisceaux contenant des centaines de milliards de protons se traversent. Cela signifie des milliards de collisions par seconde. Les particules issues de ces collisions laissent des traces en traversant les couches du détecteur. Les détecteurs sont remplis de capteurs qui mesurent la position, l'impulsion, l'énergie et l'identité de ces particules. C'est comme prendre 40 millions de photos par seconde sur une autoroute et déterminer instantanément la marque, le modèle, la vitesse et la direction de chaque voiture sur chaque photo. Mais ce déluge de données est si énorme qu'il est impossible de tout stocker. Les détecteurs doivent donc sélectionner les événements les plus intéressants en temps réel. C'est ce qu'on appelle le déclenchement, trigger. Et tout comme une caméra de sécurité n'enregistre que lorsqu'elle détecte un mouvement. Les détecteurs recherchent des événements intéressants, susceptibles de contenir une nouvelle physique. Ces systèmes de déclenchement réduisent 40 millions d'événements par seconde à quelques milliers d'événements par seconde. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais la botte de foin elle-même est renouvelée 40 millions de fois par seconde. Les algorithmes de déclenchement sont donc basés sur la compréhension actuelle des physiciens de ce qu'ils cherchent. Si une nouvelle physique apparaît de manière inattendue, le système de déclenchement pourrait la manquer. C'est l'un des plus grands défis des expériences du LHC. Comment concevoir un système pour chercher quelque chose que vous ne connaissez pas? Au cœur de ce mécanisme de collecte de données incroyable se trouvent des détecteurs spécialisés comme LHCb. Contrairement aux énormes détecteurs polyvalents Atlas et CMS, LHCb a une mission très spécifique. Il est conçu pour étudier les désintégrations de particules appelées mésons, B. Ces particules, après avoir été produites dans les collisions proton-proton, volent généralement vers l'avant le long de la direction du faisceau. C'est pourquoi LHCb a une géométrie qui regarde vers l'avant le long du tube de faisceau, comme une lampe de poche. Sa spécialité est de détecter les vertex de désintégration déplacés, car les mésons B parcourent quelques millimètres après leur création. Puis, ils se désintègrent. Cette distance de quelques millimètres est suffisamment grande pour être détectée avec une grande efficacité par le système de suivi en silicium du détecteur. Tout comme un enquêteur de scène de crime regarde les trous dans un mur pour déterminer l'angle d'où vient la balle. Les physiciens de LHCb utilisent ces vertex déplacés pour reconstruire les trajectoires et les produits de désintégration des mésons B. Chaque année, LHCb enregistre les modes de désintégration de centaines de millions de mésons B avec une précision extraordinaire. Et c'est avec ces données qu'il effectue des mesures qui testent les principes fondamentaux du modèle standard, comme l'universalité leptonique. C'est cette incroyable précision qui a d'abord porté l'anomalie RK à un niveau de 3 sigma, puis l'a rétractée à cause d'une erreur de simulation. C'est un exemple parfait de la façon dont la science fonctionne. Une anomalie est trouvée. Elle suscite l'enthousiasme. Mais ensuite, avec plus de données et une analyse plus minutieuse, elle est soit confirmée, soit rejetée. Mais
Parfois, l'anomalie n'est pas rejetée. Elle devient simplement plus étrange. Comme dans le cas de la mesure de la masse du boson d'OW, dans un collisionneur hadronique, une machine qui fait entrer en collision des protons. Mesurer précisément la masse du boson W est peut-être l'une des tâches les plus difficiles de la physique expérimentale des particules, car les protons ne sont pas des particules fondamentales. Ce sont des sacs de quarks et de gluons. Vous ne savez jamais exactement quel quark a interagi avec quelle impulsion dans une collision. Et c'est comme étudier une collision de deux voitures dans le brouillard. Vous voyez la collision elle-même, mais vous ne connaissez pas exactement la vitesse et la direction des voitures juste avant l'impact. Le fait que l'expérience CDF ait pu mesurer la masse du WW avec une telle précision est le résultat d'un effort de 20 ans. Ils ont sélectionné environ 4 millions d'événements candidats de boson W parmi des milliards de collisions. Ensuite, ils ont appliqué des corrections exhaustives pour les effets du détecteur. Ils ont calibré avec une précision incroyable comment chaque partie du détecteur voyait un électron ou un muon. Avec quelle précision il mesurait son énergie. À quel point il déviait son impulsion. C'est comme savoir avec quelle précision chaque pixel de chaque appareil photo enregistre les couleurs. Après des années de ce travail méticuleux, ils ont maîtrisé les incertitudes systématiques et ont atteint un résultat bouleversant de 7 sigma. Le fait que ce résultat contredise celui de l'expérience ATLAS au LHC montre à quel point le problème est profond. Car ce n'est pas une simple erreur de mesure. C'est un désaccord fondamental sur la façon dont deux expériences différentes comprennent l'une des constantes les plus fondamentales de l'univers. Et la résolution de ce désaccord ouvrira probablement la porte à une nouvelle physique, ou révélera comment l'une des expériences les plus complexes de l'histoire a été mal comprise. Mais nous n'avons pas seulement ces anomalies, car dans les profondeurs des données se trouvent les traces d'une question encore plus fondamentale. Une question sur la raison même de l'existence de l'univers. Et ces traces nous mènent à l'environnement le plus violent, le plus primordial à l'intérieur du CERN. Et ces traces nous mènent à l'environnement le plus violent et le plus primordial à l'intérieur du CERN. Le plasma de quarks-gluons. C'est un environnement que le LHC crée en mode ion lourd, en faisant entrer en collision des noyaux de plomb à pleine énergie. C'est recréer en laboratoire l'état de la matière le plus extrême de l'univers. Chaque noyau de plomb contient 82 protons et 126 neutrons, soit 208 nucléons au total. Lorsque deux noyaux massifs entrent en collision frontale, l'énergie déposée dans la région de chevauchement nucléaire fait monter la température instantanément au-dessus de 4 trillions de degrés Celsius. Cette température est si élevée que l'énergie de liaison de la force nucléaire forte, qui maintient les quarks et les gluons ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons, est surmontée. Les quarks et les gluons sont libérés et s'écoulent ensemble comme une seule substance. C'est le plasma de quarks-gluons. Mais Saiwa, la caractéristique la plus surprenante de ce plasma est la façon dont il s'écoule. Les théoriciens avaient pas prédit qu'à ces températures extrêmes, les quarks et les gluons interagiraient relativement faiblement et que le plasma se comporterait à peu près comme un gaz. Les mesures du LHC ont raconté une histoire complètement différente. Le plasma s'écoulait comme un fluide parfait, presque sans friction interne. Le rapport de sa viscosité à sa densité d'entropie approchait le minimum théorique. Cette valeur minimale est une constante universelle
dérivée d'un résultat de la théorie des cordes. La correspondance A, D, S/C, Ft. Le plasma de quarks-gluons du LHC s'approchait de cette limite plus étroitement que toute autre substance jamais mesurée, y compris l'hélium superfluide refroidi à 1/1000 de degré du zéro absolu. Cela signifiait que les mathématiques développées pour étudier des trous noirs hypothétiques dans des espaces-temps à 5 dimensions décrivaient avec une précision remarquable l'écoulement de la matière chaude dans une collision au sein de l'accélérateur le plus puissant du monde. Cela ne figurait dans le plan d'aucun physicien. C'est sorti des données. Mais le vrai choc est venu des collisions proton-proton. Dans les collisions de protons à haute multiplicité qui produisent un grand nombre de particules secondaires, l'expérience CMS a trouvé des corrélations azimutales à longue portée entre les paires de particules. À cette corrélation, appelée la crête, est une signature observée dans les données d'ions lourds où le plasma chaud a une forme géométrique collective. Et cette forme imprime sa marque sur les directions d'émission des particules à mesure que le plasma se dilate. Cependant, dans les collisions proton-proton, il ne devrait y avoir aucun mécanisme pour la formation d'un état de plasma collectif. Deux protons ne contiennent pas non, cela contredisait les images théoriques qui prédisaient un seuil net où le plasma se formait. Au lieu de cela était cohérent avec une image où le comportement collectif est une caractéristique universelle de la matière QCD à haute densité, même aux plus petites échelles. Cela reflète à quel point la force forte est fortement couplée, même dans les plus petits volumes et sur les plus courtes échelles de temps. Le LHC avait produit une mesure qui dépassait la capacité d'explication des meilleures théories actuelles de la matière. Au-delà de ces merveilles techniques et de ces découvertes inattendues, se trouvait l'une des plus grandes déceptions de la physique théorique, l'absence de dimensions supplémentaires. Si les dimensions spatiales supplémentaires avaient été proposées pour résoudre le problème théorique le plus pressant de la physique des particules, le problème de la hiérarchie. Ces modèles faisaient des prédictions extrêmement spécifiques et testables pour le LHC. Le modèle Randall Sundrum prédisait des résonances de gravitons de Kaluza-Klein avec des masses autour de quelques trillions d'électronvolts. Celles-ci auraient dû apparaître comme des pics nets dans le spectre de masse des paires de leptons. D'autres modèles prédisaient que le LHC pourrait créer des trous noirs microscopiques. Ceux-ci auraient été détectés comme des événements à haute multiplicité, où les particules sont projetées de manière explosive dans toutes les directions. Ce serait la preuve directe de dimensions supplémentaires. De Atlas et CMS ont cherché toutes ces signatures dès le début du fonctionnement du LHC. Mais ils n'ont rien trouvé. La première période d'exploitation n'a rien donné. La deuxième période d'exploitation, avec une énergie plus élevée et beaucoup plus de données, n'a rien donné non plus. Les limites de masse inférieure des gravitons de Kaluza-Klein ont été poussées au-dessus de 4 trillions d'électronvolts. Les limites de section efficace de production de trous noirs microscopiques ont exclu les scénarios les plus simples de grandes dimensions supplémentaires dans toute la gamme de masse accessible au LHC. Les prédictions les plus optimistes et théoriquement motivées pour les dimensions supplémentaires avaient été falsifiées. L'absence de signature de dimensions supplémentaires, combinée à l'absence de particules supersymétriques, laissait le problème de la hiérarchie complètement non résolu. Toutes ces victoires techniques, ces déceptions et ces découvertes bouleversantes nous ramènent à une vérité centrale. Le modèle standard est correct avec une grande précision, mais il n'est pas complet.
et les preuves de son incomplétude sont spécifiques, quantitatives et grandissent avec chaque année de fonctionnement du LHC. Les anomalies ne sont pas le produit de mauvaises statistiques ou d'analyses négligentes. Elles sont les résultats des programmes de mesure les plus sophistiqués jamais menés sur l'instrument le plus puissant jamais construit. Et elles persistent, elles s'approfondissent, et elles pointent constamment vers un niveau de réalité physique juste au-delà des instruments actuels. L'absence de supersymétrie, le désaccord sur la masse du boson Trubeluva, la vacillation tenace du muon, les murmures des anomalies de saveur et le comportement collectif à l'intérieur des protons. Ce sont des indices qui s'infiltrent à travers les fissures d'une structure plus profonde. Mais ce qui est vraiment excitant, ce n'est pas ce que ces pièces signifient seules. La vraie question est de savoir quelle image elles dessinent lorsqu'elles sont assemblées. Car lorsque nous assemblons ces pièces, le paysage qui émerge pourrait pointer vers quelque chose de bien plus radical, de bien plus surprenant, et peut-être de bien plus fondamental que ce à quoi nous nous attendions. Nous pourrions être poussés vers une nouvelle compréhension de la façon dont l'univers lui-même fonctionne, à son niveau le plus fondamental. Et au centre de cette nouvelle compréhension, et maintenant, nous arrivons au véritable point culminant. Car, lorsque nous assemblons ces pièces, le paysage qui émerge pointe vers quelque chose de bien plus radical, de bien plus surprenant, et peut-être de bien plus fondamental. Nous sommes poussés vers une nouvelle compréhension de la façon dont l'univers lui-même fonctionne, à son niveau le plus fondamental. Et au centre de cette nouvelle compréhension se trouve cette question suprême sur la raison de l'existence de l'univers. Pourquoi l'univers n'est-il pas vide? Pourquoi y a-t-il de la matière? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question concrète, quantitative, et la réponse du modèle standard est catastrophiquement inadéquate. C'est là que commencent les découvertes les plus profondes, les plus sombres et les plus bouleversantes du LHC. Après le Big Bang, l'univers était rempli de radiation et de paires matière-antimatière qui se créaient et s'annihilaient constamment. Les lois de la théorie quantique des champs sont symétriques par rapport à l'échange de particules et d'antiparticules. Chaque quark a été produit avec un antiquark, chaque électron avec un positron. Mais, à mesure que l'univers se refroidissait, ces paires ont continué à s'annihiler. Si cette symétrie avait été parfaite, il ne resterait que des photons, que de la lumière, aucun atome, aucune étoile, rien. Mais nous sommes là. L'univers observable est presque entièrement composé de matière. Les observations montrent que pour chaque milliard de paires matière-antimatière qui se sont annihilées, une particule de matière supplémentaire a survécu. 1 sur 1 milliard. Tout est fait de ce résidu d'un milliardième. Le modèle standard contient un mécanisme capable de créer cette asymétrie. Il s'appelle la violation de CP. Mais il y a un problème. La violation totale de CP provenant de toutes les sources connues du modèle standard est des milliards de fois plus petite que ce qui est nécessaire pour créer la symétrie matière-antimatière observée. Environ 10 milliards de fois plus petite. Ce n'est pas une différence subtile, c'est un gouffre gigantesque. Pour expliquer l'existence de l'univers, il doit y avoir des sources supplémentaires de violation de CP impliquant des particules ou des forces encore non découvertes. Le LHC était notre meilleur espoir pour trouver ces sources. Noir n'avait fourni aucune preuve expérimentale sur aucun des deux fronts. Mais les théoriciens n'ont pas abandonné
Si la solution la plus évidente ne fonctionnait pas, ils se sont tournés vers des solutions plus exotiques. Dimension supplémentaire, théorie des cordes. Et en décembre 2015, le LHC a semblé, un instant, leur offrir une lueur d'espoir. Dans les premières données, à la nouvelle énergie de 13 trillions d'électronvolts, une bosse séduisante est apparue dans le spectre à 2 photons, à environ 750 gigaélectronvolts, vue indépendamment par Atlas et CMS. Atlas a mesuré une signification locale de 3,9 sigma, CMS 2,6 sigma. Une coïncidence dans 2 expériences indépendantes, à la même masse, dans le même canal. C'était le genre de schéma que les physiciens sont entraînés à remarquer. La communauté théorique a réagi à une échelle sans précédent dans le domaine. 15 à 20 articles étaient publiés par jour. En un mois, plus de 100 articles avaient été écrits. En août 2016, lorsque Atlas et CMS ont publié des résultats mis à jour avec 3 fois plus de données. Plus de 500 articles théoriques existaient sur une particule dont l'existence n'avait pas encore été confirmée. Mais les résultats mis à jour ont montré un spectre lisse et cohérent avec le bruit de fond à 750 gigaélectronvolts. L'excès était une fluctuation statistique. Les 2 expériences avaient fluctué vers le haut à la même masse, par coïncidence. Cet événement a été instructif. Il a révélé l'état psychologique d'un domaine qui avait passé des années à chercher une nouvelle physique et n'avait rien trouvé. Et dans ce cas, cela avait abaissé le seuil d'excitation plus bas qu'il n'aurait dû l'être. La norme de découverte de 5 sigma existe précisément pour éviter ce genre de faux pas. Mais cet événement a également montré à quel point le domaine cherchait désespérément un indice. Ainsi, les grands espoirs étaient tombés à l'eau les uns après les autres. Aucune nouvelle source de violation de CP au-delà du modèle standard n'a été trouvée. Le candidat le plus populaire pour la matière noire a disparu. Et le signal le plus excitant s'est avéré n'être qu'un fantôme. La physique des particules était-elle dans une impasse? Le modèle standard était-il ennuyeusement parfait, mais aussi douloureusement incomplet? Peut-être que la réponse ne résidait pas dans la recherche de nouvelles particules, mais dans la compréhension du comportement des particules que nous possédons déjà dans les conditions les plus extrêmes. Peut-être que la réponse avait toujours été là, au cœur des collisions les plus violentes, les plus primordiales. Car ces collisions nous disaient quelque chose, non seulement sur les particules, mais aussi sur la nature de l'espace-temps lui-même. Et c'était peut-être le plus grand choc, car le plasma de quarks-gluons et son lien inattendu avec les trous noirs dessinaient non seulement une nouvelle physique, mais une nouvelle image de la réalité. Une image qui montrait que l'univers dans lequel nous vivons est bien plus étrange, bien plus connecté et bien plus mystérieux que nous ne le pensions. Et la clé pour déverrouiller ce mystère, et cette clé pourrait être cachée dans le problème CP4. C'est l'une des énigmes les plus profondes, les plus élégantes, mais les moins comprises de la physique des particules. Le neutron. Il contient des quarks chargés et par conséquent, il devrait avoir un moment dipolaire électrique mesurable, c'est-à-dire une petite séparation entre ces distributions de charges positives et négatives. Mais les expériences ont mesuré le moment dipolaire électrique du neutron avec une précision extraordinaire, et le résultat est presque zéro. La meilleure limite actuelle est inférieure à environ 3 fois 10 puissance moins 26 électrons centimètres. Cela signifie
que le modèle standard ne peut pas expliquer pourquoi un paramètre de sa théorie de la chromodynamique quantique, QCD, le paramètre θ, est si petit, si le paramètre θ était de l'ordre de 1. Le moment dipolaire électrique du neutron serait environ 10 milliards de fois plus grand que cette limite. Cela signifie qu'un paramètre qui pourrait prendre n'importe quelle valeur de 0 à 6 est, pour une raison inexpliquée, contraint d'être plus petit qu'1 sur 10 milliards. C'est un problème de réglage fin, encore plus profond que le problème de la hiérarchie, car il montre que quelque chose manque dans la structure fondamentale du modèle standard. C'est pourquoi, en 1977, Roberto Peccei et Helen Quinn ont proposé un mécanisme élégant pour résoudre ce problème. Ils ont ajouté une nouvelle symétrie à la théorie. Lorsque cette symétrie est brisée, elle force dynamiquement le paramètre θ à 0. Et la brisure de cette symétrie prédit l'existence d'une nouvelle particule. L'action. L'action. Il tire son nom d'une marque de détergent à lessive, car il devait nettoyer le problème. C'est P fort. Mayes. La caractéristique la plus remarquable de l'action n'était pas seulement qu'il résolvait un problème théorique, il pouvait aussi expliquer la matière noire. Les actions produites dans l'univers primordial, lorsque la symétrie de Peccei-Quinn s'est brisée, pourraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui et former une mer froide et diffuse de particules remplissant l'univers. La densité d'action produite par ce mécanisme correspond naturellement à la densité de matière noire observée. D'une pierre, deux coups. L'action résout à la fois le problème CP fort et explique la matière noire. C'était une coïncidence aussi théoriquement attrayante que le miracle WIMP. Et contrairement au WIMP, l'action n'a pas encore été expérimentalement éliminée. Des expériences comme l'expérience CAST du CERN ont cherché des actions pendant plus d'une décennie. Ils ont cherché des actions produites dans le noyau du Soleil et pleuvant sur la Terre. Ils n'ont rien trouvé. Mais cette recherche se poursuit avec une nouvelle génération d'expériences. A, D, M, X, Baby, I, A, X, O et d'autres. Ces expériences explorent l'espace des paramètres le plus motivé théoriquement. Si l'action est trouvée, ce sera l'une des découvertes les plus importantes de la physique. Mais les mystères de l'univers ne se limitent pas à une seule particule, car le modèle standard lui-même, même dans sa caractéristique structurelle la plus simple, présente une énigme profonde. 3 générations. Pourquoi 3 ? Le modèle standard divise les 12 particules de matière en 3 générations de 4 particules chacune. La première génération constitue toute la matière ordinaire. Le quark up, ça, le quark down. L'électron, c'est nous sommes faits d'eux. Les deuxième et troisième générations sont des copies plus lourdes et instables. Le monde, le tau, le charme, l'étrange, le top, le bottom. Ils apparaissent brièvement dans les collisions à haute énergie, puis se désintègrent rapidement en particules de première génération. Le modèle standard n'explique pas pourquoi il y a 3 générations. Il n'offre aucun mécanisme pour les produire. Mais le vrai mystère réside dans leur masse. La masse de l'électron est d'environ 0,511 mégaélectronvolts, tandis que son cousin de 3e génération, le tau, est 3477 fois plus lourd. Chez les quarks, la hiérarchie est encore plus extrême. La masse du quark up est d'environ 2 mégaélectronvolts, tandis que la particule élémentaire la plus lourde, le quark top, a une masse d'environ 173 000 mégaélectronvolts. C'est une différence de plus de 85 000 fois. Le modèle standard
code cette hiérarchie de masse avec les différentes constantes d'interaction de chaque particule avec le champ de Higgs. Mais il n'offre aucune raison plus profonde pour laquelle ces constantes ont ces valeurs. C'est comme un livre de recettes qui liste les ingrédients mais n'explique pas pourquoi ces ingrédients ont été choisis. Et l'ingrédient le plus mystérieux de ce livre de recettes est sans aucun doute le neutrino. Car ils ont fourni la première et unique preuve expérimentale, directe, que le modèle standard était incomplet. Pendant des décennies, on a supposé que les neutrinos n'avaient pas de masse. Mais en 1998, l'expérience Super Kamiokande au Japon a tout changé. En mesurant les neutrinos atmosphériques, ils ont découvert qu'une partie des neutrinos muoniques traversant la Terre disparaissait. Ils se transformaient en neutrinos tawiques. C'est un processus appelé oscillation. Et ce processus ne peut se produire que si, et seulement si, les neutrinos ont une masse. Les particules sans masse ne peuvent pas osciller. C'était la preuve définitive que le modèle standard était faux. Les neutrinos avaient une masse. Cette découverte a remporté le prix Nobel de physique 2015. Mais ce n'était qu'une réponse. Elle a aussi soulevé des dizaines de nouvelles questions. Comment les neutrinos acquièrent-ils leur masse? Le mécanisme le plus élégant est connu sous le nom de mécanisme de la balançoire, seesaw mécanisme. Et ce mécanisme prédit l'existence de neutrinos droitiers très lourds, en plus des neutrinos gauchers légers que nous observons. La masse observée du neutrino est inversement proportionnelle à la masse de ce neutrino droitier. Comme les deux extrémités d'une balançoire, plus l'un est lourd, mais plus l'autre est léger. Cela explique pourquoi les neutrinos sont beaucoup plus légers que les autres particules fondamentales, car leurs partenaires droitiers sont incroyablement lourds, peut-être aussi lourds que l'échelle de la grande théorie unifiée. Mais le mécanisme de la balançoire a une signification encore plus profonde, car il rend possible un mécanisme cosmologique appelé leptogenèse, qui dans l'univers primordial, ces lourds neutrinos droitiers pourraient se désintégrer avec une violation de CP, créant une asymétrie entre les leptons et les antileptons. Cette asymétrie leptonique est ensuite convertie en une asymétrie baryonique, c'est-à-dire un surplus de matière. Si la leptogenèse a eu lieu, alors la matière à laquelle nous devons notre existence a été formée dans la première trillionième de seconde de l'univers, grâce à la désintégration violant CP de neutrinos, extrêmement lourds. C'est une solution théoriquement extrêmement élégante qui lie naturellement le problème de l'asymétrie matière-antimatière au problème de la masse des neutrinos. Mais c'est aussi une théorie presque impossible à tester, car ces neutrinos lourds sont trop lourds pour être produits dans n'importe quel collisionneur prévisible. Cependant, il y a un espoir, la recherche de la double désintégration bêta sans neutrinos, si les neutrinos sont leurs propres antiparticules, c'est-à-dire des particules de Majorana. Cette rare désintégration nucléaire peut se produire. L'observation de cette désintégration confirmerait que le nombre leptonique n'est pas conservé et soutiendrait le mécanisme derrière la leptogenèse. Des expériences du monde entier cherchent cette désintégration. La meilleure limite actuelle montre que la demi-vie du xénon 136 est supérieure à 2 × 10 puissance 26 ans. C'est un quadrillion de fois plus long que l'âge de l'univers. Elle n'a pas encore été trouvée. Mais la recherche continue, car si elle est trouvée, ce sera le résultat expérimental le plus important depuis la découverte du boson de Higgs. Le problème,
C, P, fort et l'action, et l'énigme des 3 générations et la hiérarchie des masses, et le monde mystérieux des neutrinos. Toutes ces pièces, toutes ces anomalies, toutes ces crises théoriques et énigmes expérimentales, elles semblent pointer dans une seule direction, au-delà du modèle standard. Mais, maintenant, il est temps de rassembler toutes ces informations, de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce que ces découvertes, ces échecs, ces machines colossales et l'effort collectif de dizaines de milliers de scientifiques signifient pour nous, pour l'humanité? La physique est-elle au seuil des secrets les plus fondamentaux de l'univers? Ou entre-t-elle dans un nouvel âge sombre qui durera des décennies? La réponse à ces questions ne se trouve pas seulement dans les chiffres ou les équations. Elle réside aussi dans la nature même de la connaissance et dans notre effort pour comprendre notre place dans l'univers. Car cette histoire n'est pas seulement l'histoire des particules, c'est aussi notre histoire, et la partie la plus importante de cette histoire. Et cette histoire n'est pas seulement l'histoire des particules, c'est aussi notre histoire. Et la partie la plus importante de cette histoire commence maintenant, dans ce moment de silence. Après toute cette vitesse, ces découvertes choquantes, ces moments culminants, il est temps de s'arrêter et de respirer. Car toutes ces machines colossales, ces anomalies, ces énigmes non résolues, pointent finalement vers une seule question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelle est notre place dans cette grande symphonie de l'univers? Sur la réponse à cette question réside peut-être dans une série de paradoxes profonds et troublants, dans l'acceptation des contradictions qui nous rendent à la fois impuissants et sublimes. La première contradiction se situe entre la puissance et la fragilité. D'un côté, nous avons la capacité d'utiliser une force que l'univers n'a pas vue depuis des milliards d'années, créée par l'intelligence collective de l'humanité, à 175 mètres sous la surface, dans un anneau de 27 km. Nous poussons des protons aux limites de la vitesse de la lumière. Au moment de la collision, dans un point des trillions de fois plus petit qu'une cellule, nous créons une température de 4 trillions de degrés Celsius, 250 000 fois plus chaude que le noyau du Soleil, qu'il nous recréons en laboratoire les premiers instants du Big Bang, les douleurs de l'enfantement de l'univers. Cela semble être un pouvoir divin, une espèce dans les profondeurs de sa propre planète, créant des conditions qui dépassent la température interne des étoiles pour révéler les secrets les plus fondamentaux du cosmos. Mais, de l'autre côté, il y a l'incroyable fragilité sur laquelle repose cette puissance immense, cette machine de plusieurs milliards de dollars. Le travail d'une vie de dizaines de milliers de scientifiques peut être complètement arrêté par le réchauffement de quelques degrés d'un seul aimant supraconducteur. Une petite erreur dans l'un des dizaines de milliers d'aimants qui courbent le faisceau de protons peut retarder toute l'expérience de plusieurs mois. Notre puissance n'est pas une force brute, c'est un équilibre délicat sur le fil du rasoir. C'est la vérité tragique face aux forces de l'univers. Même les plus grandes merveilles que nous créons ne tiennent qu'à un fil. Et le moindre défaut, la plus petite inattention, peut tout faire s'effondrer. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais de fragiles opérateurs qui essaient de comprendre ces lois et qui doivent s'y conformer avec une attention incroyable. Mais, dans cette fragilité, il y a aussi une beauté profonde, car cette situation montre que notre puissance ne vient pas de l'ignorance, mais de la compréhension. Nous pouvons être si puissants parce que nous comprenons notre fragilité. Nous pouvons être si précis parce que nous connaissons les risques. C'est comme une danse avec l'univers, et jouer selon ses règles,
mais aussi créer de nouveaux pas en bougeant avec lui. Toi aussi, tu vis cette contradiction dans ta propre vie. Tu es un être fragile, composé de milliards de cellules délicates, dont l'existence peut être terminée par un virus ou un petit accident. Mais, en même temps, à l'intérieur de ce corps fragile, tu portes un esprit capable de comprendre comment les étoiles naissent, comment les galaxies se forment et comment un plasma à 4 trillions de degrés s'écoule. Ta force ne réside pas dans la résilience de ton corps, mais dans la capacité de ton esprit à saisir l'univers, même au sein de cette fragilité. La deuxième contradiction se situe entre la connaissance et le mystère. D'un côté, il y a le modèle standard, la théorie scientifique la plus réussie de l'histoire de l'humanité. C'est comme un palais de cristal, élégant, symétrique et incroyablement prédictif. Une théorie capable de prédire correctement le moment magnétique anormal de l'électron jusqu'à 11 décimales. Fort de cette connaissance, nous avons construit une machine colossale comme le LHC en nous basant sur les plans de ce palais de cristal. Nous avons trouvé le boson de Higgs exactement là où il devait être. C'était comme la victoire absolue de la connaissance. Mais, ensuite, nous avons commencé à voir des fissures dans les murs de ce palais de cristal. Et en regardant à travers ces fissures, nous avons compris que notre palais n'était en fait qu'une petite pièce au milieu d'un paysage beaucoup plus grand, beaucoup plus sombre, car la matière noire, qui constitue 85% de la masse de l'univers, ne figure pas dans les plans de ce palais. Le mécanisme qui explique l'asymétrie matière-antimatière qui permet à l'univers d'exister n'est pas à l'intérieur de ce palais. La masse des neutrinos. Le problème C, P fort, Lacron, le mystère des générations de quarks. Rien de tout cela n'est à l'intérieur du palais. C'est la vérité tragique. Le sommet de notre connaissance est aussi la carte la plus profonde de notre ignorance. Plus nous apprenons, plus nous voyons clairement à quel point nous savons peu de choses. Notre plus grande réussite nous a montré à quel point nous sommes petits. Mais, dans cette ignorance, dans ce mystère, il y a aussi un espoir, car ces fissures ne sont pas le signe d'un échec, mais le signe d'une invitation. Mais ce sont des fenêtres ouvertes sur une réalité plus grande. Le mystère n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est précisément cet inconnu qui nous pousse en avant, qui nous fait poser de nouvelles questions, qui nous amène à construire de nouvelles machines. Le but de la connaissance n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de pouvoir poser de meilleures questions. Et le plus grand cadeau que le LHC nous a fait n'est pas tant les réponses que des questions plus profondes, plus significatives. Toi aussi, tu portes cette contradiction dans ta propre vie. Il y a des choses que tu as apprises, que tu sais, dont tu es sûr. Mais les plus grands tournants de ta vie surviennent généralement lorsque tu es confronté non pas à ce que tu sais, mais à ce que tu ne sais pas. Pourquoi suis-je ici? Que se passera-t-il ensuite? Quel est le sens de tout cela? Ces questions peuvent te faire peur. Mais ce sont aussi ces questions qui te font grandir, qui font de toi ce que tu es, qui t'ouvrent de nouvelles voies. Ton voyage personnel réside dans le courage de quitter le port sûr de la connaissance pour prendre la mer ouverte du mystère. La troisième, et peut-être la plus personnelle des contradictions, concerne le temps lui-même. D'un côté, il y a les échelles de temps incroyables que nous touchons. 13,8 milliards d'années. L'âge de l'univers. Nous étudions cette immense chronologie. Nous recréons le plasma, le quark gluon qui s'est formé
dans les 10 puissance moins 23 premières secondes après le Big Bang. Nous cherchons une désintégration nucléaire dont la demi-vie est de 10 puissance 26 ans, soit des quadrillions de fois plus longue que l'âge de l'univers. Avec notre esprit, nous touchons au début des temps et presque à l'éternité. Mais, de l'autre côté, il y a cet instant bref, ce moment pitoyablement court où nous faisons tout cela, la vie humaine. Peut-être 80 ans, peut-être 90, sur un calendrier cosmique de 13,8 milliards d'années. C'est moins qu'un clin d'œil. Nous sommes comme une écume sur le rivage d'un océan infini, qui apparaît un instant et disparaît aussitôt. C'est la vérité tragique. Nous sommes des observateurs temporaires qui n'assistent qu'à une infime partie de l'histoire. Nous ne verrons jamais le destin final de l'univers. Les résultats des expériences que nous lançons seront peut-être recueillis par nos petits-enfants. Face à l'immensité écrasante du temps, notre existence peut sembler un murmure insignifiant. Mais, dans cet instant bref, dans cette existence éphémère, se cache un miracle inconcevable, car notre esprit peut transcender notre horloge biologique. En une vie de 80 ans, nous pouvons comprendre 13,8 milliards d'années. En un clin d'œil, nous pouvons regarder l'éternité. Cet instant, ce bref instant, est suffisant pour que l'univers pense à lui-même, s'interroge sur lui-même et se comprenne. La durée de vie d'une particule se mesure en microsecondes. Mais dans cette microseconde, elle nous dit quelque chose sur les lois de l'univers. Chaque notre durée de vie se mesure en années. Mais dans ces années, nous pouvons nous interroger sur la signification de ces lois. Et cela change tout. Toi aussi, tu es au centre même de ce paradoxe temporel. Tes jours sont comptés. Le temps file. Mais, le sens que tu peux mettre dans ces jours comptés, dans ce temps qui file, est presque illimité. Tu peux regarder un ciel nocturne illuminé par la lumière d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Tu peux toucher le fossile d'une créature qui a vécu il y a des millions d'années. Et dans ta vie qui dure quelques décennies, tu peux faire partie de l'histoire de milliards d'années de l'univers. La comprendre et y ajouter un nouveau chapitre. Ton moment est bref, mais inestimable. Puissance et fragilité, connaissance et mystère, éternité et instant. Ces contradictions définissent notre place dans l'univers. Nous ne sommes ni des dieux ni de simples animaux. Nous sommes quelque part entre les deux. Des êtres fragiles, mais qui comprennent, ignorants, mais qui cherchent, temporaires, mais qui touchent à l'éternité. Mais, peut-être que le plus grand paradoxe ne réside dans aucune de ces contradictions. Peut-être que le plus grand paradoxe réside dans l'effort même de compréhension, dans la raison pour laquelle cet univers conscient s'obstine à poser des questions. Et cette question nous mène à la couche la plus fondamentale de l'existence, à la conscience elle-même, et à son rôle dans ce grand jeu cosmique. Car l'univers qui comprend n'est peut-être pas seulement un observateur passif. Peut-être que l'univers qui comprend, et cette question nous mène à la couche la plus fondamentale de l'existence, à la conscience elle-même, et à son rôle dans ce grand jeu cosmique. Car l'univers qui comprend n'est peut-être pas seulement un observateur passif. Peut-être que l'univers qui comprend est une partie indispensable de l'équation. Ce qui nous amène à une quatrième contradiction, cette ligne fine entre l'absence de but et le sens. D'un côté, il y a le fait que l'univers est aveugle, mécanique et totalement dépourvu de but. Il n'y a pas de terme pour sens ou but dans les équations du modèle standard, dans la structure de la chromodynamique quantique ou dans les équations de champ de la relativité générale.
les protons tournent 11 000 fois par seconde dans un anneau de 27 km, car parce que des champs magnétiques les forcent sur cette trajectoire. Pas parce qu'ils ont un but. Les étoiles produisent de l'énergie par fusion nucléaire, parce que la pression gravitationnelle chauffe suffisamment leur noyau. Pas parce qu'elles ont l'intention d'éclairer des planètes. L'univers est comme un gigantesque mécanisme d'horlogerie aveugle. Il tourne, mais il ne sait pas pourquoi il tourne. C'est une vérité tragique. Nous, en tant qu'êtres en quête de sens et de but, vivons dans un univers fondamentalement dénué de sens et de but. C'est une solitude cosmique. Faire face au fait que l'univers ne nous a pas assigné de rôle, qu'il ne se soucie pas de notre existence. Accepter que nos efforts, nos joies, nos peines ne sont que des ondulations qui apparaissent un instant dans cet immense océan cosmique et disparaissent aussitôt. Mais, dans cette absence de but, le plus grand miracle de la conscience humaine émerge. L'univers n'a peut-être pas de but, mais nous pouvons lui en donner un. L'univers n'a peut-être pas de sens, mais nous pouvons créer un sens pour lui. Le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve dans l'univers, c'est quelque chose que l'on apporte à l'univers. La science, l'art, la philosophie, l'amour, ce sont toutes nos tentatives pour donner un sens à un univers sans but. Lorsqu'un scientifique au CERN regarde une petite anomalie dans un ensemble de données, c'est exactement ce qu'il fait. Il essaie d'extraire une information significative sur les lois fondamentales de l'univers à partir du bruit de collision dénué de sens. C'est le plus grand acte créateur. Créer du sens à partir de l'absence de but. Toi aussi, tu es au cœur de cet acte créateur dans ta propre vie. La vie ne t'offre peut-être pas un sens inné, mais tu construis ton propre sens avec tes choix, tes relations, tes passions. Tu es peut-être une partie du mécanisme aveugle de l'univers. Mais tu es aussi cette partie incroyablement rare qui peut regarder ce mécanisme et demander « Qu'est-ce que cela signifie ?» et même répondre « Pour moi, cela signifie ceci. » Et cela nous amène à une dernière contradiction. La nature entrelacée du succès et de l'échec. D'un côté, il y a le succès retentissant du modèle standard, c'est le point culminant d'un demi-siècle d'efforts théoriques et expérimentaux, des dizaines de prix Nobel, le travail de toute une vie de milliers de scientifiques. Un monument immense à l'intelligence et à la collaboration humaine. C'est l'explication la plus précise et la plus complète que nous ayons jamais eue sur le fonctionnement de l'univers. Et le LHC a couronné ce succès en trouvant son dernier et plus brillant joyau, le boson de Higgs. C'est une victoire qui doit être célébrée, qui doit entrer dans l'histoire comme l'une des plus grandes réalisations intellectuelles de l'humanité. Mais, de l'autre côté, il y a la crise profonde que cette victoire a créée, car le modèle standard est si réussi qu'il refuse de nous montrer où se trouve la prochaine étape. Nous n'avons pas trouvé la supersymétrie. Nous n'avons pas trouvé les dimensions supplémentaires. Nous n'avons pas trouvé la matière noire. Le LHC a produit des résultats nuls, les uns après les autres, dans sa quête d'une nouvelle physique. Cela ressemble à un échec. Une machine de plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui ne fait que confirmer avec plus de précision ce que nous savions déjà, peut être interprété comme une déception. C'est la vérité tragique. Parfois, votre plus grand succès peut vous mener dans une impasse. C'est comme voir que la dernière page du corrigé est blanche, sentir que vous avez atteint les limites de la connaissance et que vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a au-delà. Mais, dans cet échec, se cache en réalité un succès plus profond, car le but de la science n'est pas seulement de confirmer les théories, mais aussi de les réfuter. Les résultats nuls du LHC ne sont pas un échec,
mais une élimination. Il nous montre ce que la réalité n'est pas. Et savoir ce que ce n'est pas est un pas de géant sur la voie pour trouver ce que c'est. Ces résultats forcent les théoriciens à trouver des idées nouvelles, plus audacieuses, plus créatives. C'est la façon dont la nature nous dit « non, ce n'est pas si facile, vous devez creuser plus profondément ». L'échec n'est pas la fin du chemin, c'est le chemin lui-même. Toi aussi, tu as vécu cette contradiction à de nombreuses reprises dans ta vie. Tu t'es fixé un objectif. Tu as travaillé dur, mais tu n'as pas réussi. Tu as investi dans une relation, mais ça n'a pas marché. Tu as fait confiance à un plan, mais la vie a pris une autre direction. Dans ces moments-là, tu t'es senti comme un échec. Maintenant, en regardant en arrière, tu peux voir comment ces échecs t'ont façonné, ce qu'ils t'ont appris et comment ils t'ont amené là où tu es maintenant. Parfois, les meilleures leçons s'apprennent des mauvaises réponses. Ta plus grande force n'est pas de toujours réussir, mais de montrer le courage d'essayer à nouveau, de poser à nouveau des questions et de chercher à nouveau un sens. Même après l'échec, puissance et fragilité, connaissance et mystère, éternité et instant, absence de but et sens, succès et échec. Ces contradictions, ces paradoxes, forment la trame de notre histoire. Ils résonnent à chaque couche de l'existence, du voyage d'un proton au CERN à ton propre voyage personnel. Nous savons maintenant que l'univers n'est pas un endroit simple. Les réponses ne sont pas noires ou blanches. Elles contiennent des nuances des deux. Nous savons maintenant que le voyage de la science n'est pas d'escalader un sommet, mais de marcher vers un horizon en expansion constante. Et à chaque pas, le paysage s'agrandit, devient plus complexe et plus beau. À cette étape philosophique de notre voyage, nous nous sommes éloignés du bruit des machines pour écouter le silence des étoiles. Et ce que nous avons entendu, ce n'étaient pas seulement les murmures de l'univers, mais aussi ceux de notre propre cœur. Ce voyage approche maintenant de sa fin. Mais chaque fin est un nouveau commencement, car lorsque nous rassemblons les pièces que nous avons collectées, ces anomalies, ces réflexions philosophiques, une dernière question demeure. Et maintenant, que va-t-il se passer? Et la réponse à cette question est peut-être cachée dans quelque chose qui était sous nos yeux depuis le tout début. Dans ce voyage, nous avons atteint les limites connues de l'univers. Mais je ne vous ai pas dit que la plus grande limite, le commencement, pourrait en fait ne pas être un commencement. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Et si notre univers était un phénix, né des cendres du précédent? Dans notre prochain voyage, nous allons au-delà du temps. Êtes-vous prêts?